Bonjour et bienvenue dans notre programme d'initiation informatique. Je m'appelle René Reynaud et serai votre guide tout au long de l'installation, la configuration et le paramétrage de votre matériel informatique. Bonjour, je m'appelle Lionel Balthazar et vous guiderai tout au long des aspects théoriques. Après lecture de ce DVD, vous aurez les compétences nécessaires pour assembler, dépanner et faire évoluer vous-même votre PC. Vous allez enfin comprendre comment fonctionne votre ordinateur. Grâce à votre télécommande, vous pourrez naviguer dans les menus ainsi que dans les sous-menus, afin de sélectionner la séquence de votre choix. C'est maintenant à vous de jouer. Bon apprentissage! Il existe plusieurs unités de mesure en informatique. Il est utile de comprendre ces mesures au même titre qu'il est utile de connaître les grammes, les centimètres ou les kilomètres dans la vie de tous les jours. Le binaire est cependant l'alphabet des ordinateurs puisque ces derniers comptent en base 2. Cela signifie qu'ils n'utilisent que 2 chiffres pour faire des nombres, à savoir 0 et 1. Les systèmes informatiques actuels étant construits à l'aide de circuits intégrés, ils ne peuvent fonctionner que selon une logique de 2 états. Le courant ne passe pas ou le courant passe. L'unité de mesure la plus utilisée en informatique est sans aucun doute le bit. Cette unité élémentaire d'information permet de représenter les 2 valeurs du système de numérotation binaire. Le bit est la plus petite unité d'information utilisée par l'ordinateur. Sa valeur est soit 0, soit 1. En informatique, on utilise souvent le terme octet. Un octet est tout simplement une série de 8 bits. En termes de traitement et de stockage, c'est l'équivalent d'un seul caractère, tel qu'une lettre, un chiffre ou un signe de ponctuation. Un octet ne représentant qu'une petite quantité d'informations, la quantité de mémoire et la capacité de stockage sont généralement indiqués en mégaoctets ou en gigaoctets. Avec un bit, on peut représenter 2 états différents, 0 ou 1. Avec 2 bits, on peut représenter 4 états différents, 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Avec 3 bits, on peut représenter 8 états différents, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 et enfin 1, 1, 1. Voici les multiples de l'octet. Le kilooctet qui est égal à 1024 octets. Le mégaoctet qui est égal à 1024 kilooctets. Le gigaoctet égal à 1024 mégaoctets. Couche est destinée à un rôle particulier. De plus, la carte mère embarque de nombreuses puces chargées du contrôle des bus et autres composants. Ce qui différencie une carte par rapport à une autre, c'est le nombre de bus et leur fréquence, mais surtout le BIOS, Basic In-Out System, puce chargée du démarrage et des contrôles avant le boot du système d'exploitation, et le chipset, cœur de la carte mère, qui contrôle les disques durs et les processeurs. Les ports internes, destinés au branchement d'autres cartes, peuvent être de type PCI ou AGP. Le port PCI, si vous désirez le repérer physiquement, est de couleur blanche. Ces connecteurs reçoivent les cartes d'extension du PC, telles que les cartes son ou les modems internes. Actuellement, ils sont au nombre de 3 à 6. Plus il y a de bus PCI, plus les possibilités d'évolution sont vastes. Le port AGP a pour fonction l'accueil de cartes graphiques AGP. Il est de couleur marron. Apparu en 1997, il a été créé uniquement pour les cartes graphiques et particulièrement pour les cartes 3D qui saturaient le port PCI. Mais il n'apporte pas d'amélioration à la 2D. Le port interne le plus important est celui qui est destiné à l'hébergement du microprocesseur. Ce port peut apparaître sous différentes formes car la carte mère est spécifique à un type de processeur.
Lors de l'achat d'une carte mère, il faut prévoir quels seront les futurs microprocesseurs qui seront supportés. En effet, la fréquence maximale du processeur supporté doit être évaluée. Par exemple, une carte mère supportera un processeur à 3 GHz, mais une autre ne supportera que les 2 GHz. Dans la lignée des ports internes, on compte aussi les ports pour lecteurs de disquettes et disques durs. Ceux-ci sont respectivement appelés floppy et IDE. Une carte mère dispose aussi de slots nommés DIMM. Processeur. Cette ligne représente un laps de temps d'1 seconde. Ces traits rouges représentent les périodes pendant lesquelles le processeur calcule. Nous avons en haut une fréquence de 800 MHz et en bas une de 2000 MHz ou 2 GHz. Les ports PCI sont facilement identifiables car ils sont généralement plusieurs et de couleur blanche. Sur le port PCI, vous pourrez connecter toutes sortes de cartes, comme par exemple modem, USB, acquisition TV, graphique, RAID, Serial ATA, son, etc. Retirez le cache métallique en exerçant des mouvements de va-et-vient jusqu'à son détachement total. Faites très attention au bord des plaques métalliques du boîtier. Insérez la carte fermée. Ne retirez pas la plaque métallique avec vos mains. Utilisez une pince pour cela. Faites très attention au bord des plaques métalliques du boîtier. Nous allons maintenant procéder à l'installation du graveur. Que votre graveur soit seul sur la nappe, ou sur la même nappe qu'un lecteur CD ou DVD, ou d'un deuxième disque dur, il faut configurer le cavalier sur la position maître et le connecter en bout de nappe. Une fois la configuration faite, nous vous conseillons de placer votre graveur à l'emplacement le plus haut. Ceci afin de faciliter la connexion des nappes. Puis, à l'aide du tournevis cruciforme, fixez votre graveur sur le boîtier. Petite flèche. Faites-y correspondre le fil de couleur de la nappe. Pour insérer la nappe sans problème, commencez par l'un des bords et appuyez fermement. Mise en place du lecteur de CD ou de DVD. Le lecteur CD ou DVD doit être configuré sur la position esclave, car dans la plupart des cas, il est soit connecté à la nappe du disque dur principal ou à la nappe du graveur. Une fois la configuration faite, nous vous conseillons de l'installer à lampe électrique. Après avoir installé le cavalier de votre disque dur principal en maître, installez-le dans votre boîtier à l'emplacement le plus haut. Ceci afin de vous faciliter la connexion des nappes. Veillez à ce que le dessus du disque dur soit dirigé vers le haut. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme, fixez votre disque dur sur le boîtier. N'oubliez pas qu'il faudra le fixer des deux côtés du boîtier. Ayant configuré votre disque dur en maître, il faut le connecter en bout de nappe. Le fil de couleur de la nappe devra toujours se trouver du côté alimentation. Pour insérer la nappe sans problème, commencez par l'un des bords et appuyez fermement. Le fil rouge de l'alimentation Molex devra toujours se trouver du côté nappe. Insérez la fiche fermement. Connectez maintenant.
Pour insérer la nappe sans problème, commencez par l'un des bords et appuyez fermement. Connexion de l'alimentation du lecteur disquette. Après avoir repéré le détrompeur sur la connectique, connectez la fiche au lecteur disquette. Le détrompeur sera toujours dirigé vers le bas du lecteur, comme vous pouvez le constater. La résolution correspond à la qualité de numérisation. Cette résolution est mesurée en points ou pixels par pouce, plus communément appelé PPP ou en anglais DPI, dots per inch. Prenons l'exemple d'un scanner ayant une résolution de 600 par 1200 dpi. La première valeur indique que le scanner est capable de numériser avec une résolution de 600 points par pouce en longueur. La deuxième valeur indique que le scanner est capable de numériser avec une résolution de 1200 points par pouce en largeur. Vous l'aurez compris, plus la résolution du scanner est élevée, plus la qualité de numérisation sera bonne. Le nombre de couleurs est mesuré en bits et varie entre 24 et 42 bits. 24 bits correspond à 16,7 millions de couleurs. Nous allons maintenant procéder à la connexion du scanner. Dans un premier temps, repérez le loquet de verrouillage qui est prévu pour le transport et placez-le sur la position cadenas ouvert. Il est généralement situé sous le scanner, mais il est aussi possible que votre scanner ne possède pas de loquet de verrouillage. Branchez l'alimentation électrique du scanner ainsi que le câble USB. Attention, certains scanners nécessitent l'installation du pilote avant sa connexion à l'unité centrale. C'est pour cela que nous vous conseillons de vous reporter à la documentation qui vous a été fournie avec le scanner avant de le connecter à l'unité centrale. Reliez l'alimentation du scanner à une prise électrique. Certains scanners s'alimentent directement par l'interface USB. Vous pouvez maintenant brancher le câble USB du scanner à l'un des ports USB de l'unité centrale. Le scanner sera automatiquement détecté et Windows vous demandera d'insérer le CD qui vous a été fourni avec le matériel. L'installation du pilote se fera automatiquement. Si un message d'erreur apparaît vous signalant que le pilote n'a pas de signature, cliquez sur Continuer. La webcam est un périphérique qui permet de capturer des images fixes ou animées. Autrement dit, la webcam est semblable à une caméra. Elle capture des images et les transfère à l'ordinateur. Sa résolution correspond à la qualité avec laquelle elle est capable de capturer des images. Cette résolution est mesurée en points. Si en résolution nous avons 128 par 96 points, cela signifie que nous aurons 128 points de longueur par 96 points de largeur. Nous vous conseillons d'opter pour une webcam possédant un micro intégré, une résolution d'au moins 640 par 480 et un champ de vision ultra large, ce qui vous permettra d'avoir un résultat exceptionnel, aussi bien en vidéoconférence qu'en vidéosurveillance. Nous allons maintenant procéder à l'installation et à la connexion de votre webcam. Si vous en avez la possibilité, nous vous conseillons de placer votre webcam sur votre écran. Aucune alimentation électrique n'est nécessaire, car la webcam